Tous les patrimoines importants ont un point en commun, ils contiennent de l'immobilier. Et ce n'est pas un hasard, depuis des générations, l'immobilier est l'un des piliers de la création de richesses. Mais aujourd'hui, investir dans l'immobilier ne veut plus forcément dire acheter un appartement et gérer des locataires. Location courte durée, SCPI, immobilier coté en bourse, club deal, les façons d'investir dans l'immobilier se sont énormément diversifiées. La vraie question n'est donc plus faut-il investir dans l'immobilier, mais quelle stratégie immobilière choisir pour construire son patrimoine. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. On va passer en revue les différentes façons d'investir dans l'immobilier aujourd'hui, leurs avantages, leurs risques et surtout pour quel profil chaque stratégie est adaptée. Si l'immobilier est devenu un pilier du patrimoine, c'est parce qu'il combine plusieurs avantages extrêmement puissants que peu d'autres classes d'actifs offrent en même temps. Le premier est probablement le plus important, l'effet de levier grâce au crédit. L'immobilier est l'un des rares investissements où, dans certains cas, il est possible d'acheter un actif avec l'argent de la banque et de rembourser ce crédit, en partie grâce au loyer. Dans certains cas, l'immobilier peut aussi offrir des avantages fiscaux. Il peut également permettre de générer des revenus réguliers. On peut aussi obtenir une plus-value à la revente et il possède souvent des cycles économiques différents de ceux des marchés boursiers. Mais il y a une erreur que beaucoup d'investisseurs font. Ils pensent que l'immobilier se résume à une seule stratégie, acheter un appartement et le louer. Alors qu'en réalité, l'immobilier est une classe d'actifs extrêmement large. Dans cette vidéo, on va voir les 4 grandes façons d'investir dans l'immobilier aujourd'hui. Pour chacune de ces stratégies, on va voir comment elles fonctionnent, leurs avantages, leurs inconvénients et pour quel type d'investisseurs elles sont le plus adaptées. La première façon d'investir dans l'immobilier et la plus connue, c'est l'immobilier physique. C'est tout simplement le fait d'acheter un bien immobilier en direct et de le louer ou de créer de la valeur avec ce bien. Cela peut être par exemple un appartement, une maison, un immeuble de rapport, un local commercial ou même parfois des garages ou des parkings. C'est souvent la première stratégie que découvrent les investisseurs, et pour une bonne raison, c'est celle qui permet de profiter de l'un des plus grands avantages de l'immobilier, le levier bancaire. Le levier bancaire est un mécanisme extrêmement puissant. Contrairement à la plupart des investissements financiers, l'immobilier permet d'investir avec l'argent de la banque. Prenons un exemple très simple. Imaginons que tu achètes un appartement à 200 000 euros. Dans beaucoup de cas, la banque peut financer une grande partie du projet et ce bien va ensuite être loué. Les loyers vont donc participer au remboursement du crédit partiellement ou totalement. Autrement dit, tu es en train de construire un patrimoine immobilier en grande partie avec l'argent de la banque et celui du locataire. C'est précisément ce mécanisme qui explique pourquoi l'immobilier a permis à énormément d'investisseurs de développer leur patrimoine. Mais pour analyser correctement un investissement immobilier, il faut comprendre deux notions importantes, le rendement et le cash flow. Le rendement locatif est tout simplement le rapport entre les loyers et le prix du bien. Par exemple, si un appartement coûte 200 000 euros et qu'il génère 10 000 euros de loyer par an, le rendement brut est de 5%. C'est un indicateur utile pour comparer différents investissements, mais ce n'est pas forcément le plus important. Ce qui compte vraiment pour beaucoup d'investisseurs, c'est le cash flow. Le cash flow correspond à ce qu'il reste une fois que toutes les charges sont payées, le crédit, les charges, la fiscalité, les travaux, l'entretien. Si les loyers couvrent toutes les dépenses et qu'il reste de l'argent chaque mois, on parle alors de cash flow positif. Et c'est souvent l'un des objectifs recherchés par les investisseurs immobiliers. Maintenant parlons des stratégies car à l'intérieur de l'immobilier physique, il existe plusieurs approches différentes. La première, et la plus classique, la location longue durée. Il s'agit tout simplement de louer un bien à un locataire sur plusieurs années. Cette stratégie offre généralement une gestion relativement simple et des revenus assez prévisibles. Mais la rentabilité peut parfois être limitée dans certaines villes. Deuxième stratégie, la location courte durée. Par exemple via des plateformes de location touristique que tu connais bien. Dans certaines zones très demandées, la rentabilité peut être nettement plus élevée. Mais la gestion est aussi beaucoup plus active. Il faut gérer les réservations, les entrées, les sorties, le ménage et parfois des réglementations locales assez strictes. La troisième possibilité, l'immobilier commercial. Il peut s'agir de boutiques, de bureaux ou de locaux d'activité. Les baux commerciaux sont souvent plus longs et les loyers peuvent être plus élevés, mais le risque dépend beaucoup de la santé économique du commerce installé dans le local. Certains investisseurs se spécialisent aussi dans des niches immobilières, par exemple les garages, les parkings, la colocation ou les immeubles de rapport. Ces stratégies peuvent offrir des rendements plus élevés, mais elles demandent aussi une bonne connaissance du marché.
Il existe également une autre stratégie immobilière physique dont on parle moins, mais qui peut être très rentable. L'achat-revente, aussi appelé activité de marchand de biens. Le principe, c'est d'acheter un bien en dessous du prix du marché, souvent avec des travaux à réaliser, de créer de la valeur grâce à la rénovation, puis de revendre le bien avec une plus-value. C'est une stratégie qui peut être très rentable, mais qui demande une bonne maîtrise du marché immobilier, des travaux et de la fiscalité. Globalement, l'immobilier physique présente plusieurs avantages très importants. Le premier, on l'a vu, je le répète, c'est le levier bancaire. C'est l'un des rares investissements qui permet d'utiliser l'argent de la banque pour acheter un actif. Deuxième avantage, le contrôle sur l'actif. Vous choisissez le bien, les travaux et la façon dont le bien est exploité. Troisième avantage, le potentiel de création de valeur, par exemple en rénovant un bien, en optimisant la gestion ou en changeant son usage. Et enfin, l'immobilier permet aussi de constituer un patrimoine tangible qui peut être conservé sur le long terme et transmis au sein d'une famille. Mais l'immobilier physique a aussi des limites. Et c'est important d'en parler parce que beaucoup de contenus ont tendance à présenter l'immobilier comme un investissement parfait. La réalité est un peu plus nuancée. Le premier inconvénient, c'est que l'immobilier demande du temps, de l'énergie et de l'organisation. Chercher un bien, analyser un marché, négocier, suivre les travaux, gérer le locataire. Tout cela peut représenter une charge mentale importante. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui beaucoup de solutions pour déléguer une partie de ces tâches. La recherche du bien peut être confiée à un chasseur immobilier. La gestion des travaux peut être confiée à un maître d'œuvre, un courtier ou à une entreprise spécialisée. Et la gestion locative peut être confiée à une agence immobilière. Autrement dit, même si cela réduit la rentabilité, il est tout à fait possible de transformer un investissement immobilier très chronophage en un investissement beaucoup plus facile à gérer. Un autre risque classique de l'immobilier, ce sont les travaux imprévus. Pour limiter ce risque, la clé, c'est simplement d'anticiper dès le départ. Cela passe par une bonne estimation des travaux, une analyse sérieuse du bien et la constitution d'une réserve de sécurité pour faire face aux imprévus. Il y a aussi la question de la vacance locative. Un bien qui reste vide pendant plusieurs mois va évidemment impacter la rentabilité, mais ce risque peut être réduit avec une bonne stratégie. Choisir une ville dynamique, un bon emplacement et proposer un bien attractif au bon prix. L'autre sujet souvent évoqué par les investisseurs immobiliers, ce sont les impayés de loyer. Ce risque existe, mais il peut être maîtrisé en sélectionnant soigneusement les dossiers, mais aussi en utilisant certaines garanties, comme les assurances loyers impayés, les garants, ou encore la garantie visale dans certains cas. Un autre inconvénient de l'immobilier, c'est le manque de liquidité. Contrairement à une action qui peut être vendue instantanément, vendre un bien immobilier peut prendre plusieurs mois. C'est pourquoi il est important d'investir avec une vision de long terme et avec un capital dont on n'a pas besoin immédiatement. Certains investisseurs anticipent aussi ce point en achetant des biens en dessous du prix du marché ou en créant de la valeur grâce aux travaux. Cela permet, si nécessaire, de revendre plus facilement. Enfin, il y a la question de la fiscalité. En France notamment, la fiscalité immobilière peut parfois peser lourdement sur la rentabilité. C'est pourquoi il est essentiel d'anticiper sa stratégie fiscale. Par exemple, location nue ou location meublée, déduction des travaux ou création d'une SCI. Une bonne stratégie fiscale peut avoir un impact très important sur la rentabilité finale. Malgré ces contraintes, beaucoup d'investisseurs commencent leur parcours patrimonial par l'immobilier physique. Et la raison principale est simple, je l'ai déjà dit et je le répète encore une fois, c'est l'effet de levier bancaire. C'est ce levier qui permet d'accélérer la création de richesses. Mais l'immobilier physique permet aussi de construire un patrimoine tangible et durable, qui peut être conservé sur le long terme et transmis. C'est pour cela qu'il reste aujourd'hui encore l'un des piliers de la construction patrimoniale en France. Mais l'immobilier physique demande tout de même du temps, de la gestion et parfois une charge mentale importante. C'est justement pour répondre à ces contraintes que d'autres formes d'investissement immobilier se sont développées. Des solutions qui permettent d'investir dans de l'immobilier sans acheter directement un bien et sans gérer de locataire. Et c'est ce que nous allons voir maintenant avec la deuxième grande stratégie, la pierre papier. Le principe est simple. Au lieu d'acheter un bien immobilier directement, vous allez investir dans une structure qui possède elle-même des biens immobiliers. Autrement dit, vous détenez une part d'un portefeuille immobilier plutôt qu'un bien précis. Cela permet d'investir dans l'immobilier sans avoir à gérer de locataires ou de travaux. Il existe deux grandes formes de pierre papier. Commençons par les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Le fonctionnement, c'est une société de gestion qui va collecter de l'argent auprès d'investisseurs. Avec cet argent, elle va acheter un portefeuille de biens immobiliers. Ces biens peuvent être par exemple des immeubles de bureaux, des commerces,
des entrepôts, des établissements de santé ou encore des résidences gérées. Lorsque vous investissez dans une SCPI, vous achetez des parts d'une société civile qui détient des biens immobiliers. Vous ne détenez donc pas un bien immobilier directement, vous détenez une fraction d'un portefeuille immobilier et vous percevez une part des loyers générés par l'ensemble des biens. Les investisseurs deviennent juridiquement associés de la SCPI et reçoivent une quote-part des revenus locatifs générés par le patrimoine immobilier. Ces revenus sont généralement versés de manière périodique, souvent chaque trimestre. Il existe plusieurs catégories de SCPI. Les plus connues sont les SCPI de rendement, dont l'objectif est de distribuer des revenus réguliers aux investisseurs, les SCPI fiscales, qui permettent de bénéficier d'avantages fiscaux grâce à certains dispositifs immobiliers, et les SCPI de plus-value, qui cherchent davantage à valoriser le patrimoine immobilier sur le long terme plutôt qu'à distribuer des revenus immédiats. Chaque type de SCPI répond donc à un objectif patrimonial différent. Les SCPI présentent plusieurs avantages. Le premier, c'est la simplicité. Toute la gestion est déléguée à la société qui s'occupe du parc immobilier. La sélection des biens, la gestion locative, les travaux et la relation avec les locataires. L'investisseur n'a donc aucune gestion quotidienne à assurer. Deuxième avantage, la diversification. Avec quelques centaines d'euros, milliers d'euros, un investisseur peut être exposé à un grand nombre d'actifs immobiliers, parfois répartis dans plusieurs pays et dans plusieurs secteurs. Troisième avantage, l'accessibilité. Contrairement à l'immobilier physique qui nécessite souvent un capital important, il est possible d'investir dans certaines SCPI avec des montants relativement modestes. Il est également possible dans certains cas d'investir en SCPI avec un crédit bancaire. Cependant, dans la pratique, les conditions de financement sont souvent moins favorables que pour un investissement immobilier classique. Les banques considèrent que, généralement, les SCPI sont un actif plus risqué, car l'investisseur ne possède pas directement un bien immobilier. Et dans beaucoup de cas, une banque acceptera plus facilement de financer l'investissement si vous investissez dans les SCPI qu'elle propose elle-même, bien entendu. Les SCPI présentent aussi plusieurs limites importantes qu'il faut bien comprendre. La première concerne la liquidité. Contrairement à ce que certains investisseurs imaginent, les parts de SCPI ne sont pas faciles à revendre rapidement. Et dans certaines périodes de marché plus compliquées, la revente peut prendre des mois et des mois. Deuxième point, les frais. Les SCPI comportent généralement des frais d'entrée qui peuvent être relativement élevés. Cela signifie que les SCPI sont généralement des investissements qui doivent être envisagés sur le long terme. Troisième point, la fiscalité. Les revenus distribués par les SCPI sont fiscalement considérés comme des revenus fonciers. Ils sont donc soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Selon la situation fiscale de l'investisseur, cela peut avoir un impact significatif sur la rentabilité nette. Dans certains cas, la fiscalité peut être réduite. Mais pour moi, le point important à comprendre avec les SCPI, c'est que vous ajoutez un intermédiaire entre vous et l'actif. Dans l'immobilier physique, vous possédez directement le bien. Avec une SCPI, c'est la société de gestion qui prend toutes les décisions. Elle décide des biens qui sont achetés, des travaux qui sont réalisés, des arbitrages sur le portefeuille et de la stratégie globale de la SCPI. Cela signifie que vous devez faire confiance à une équipe de gestion que vous ne connaissez pas et qui va gérer une partie de votre patrimoine. C'est pourquoi le choix de la société de gestion et de la stratégie de la SCPI est un élément absolument essentiel. Dans ce type d'investissement, beaucoup d'investisseurs préfèrent ne pas prendre cette décision seuls. Ils peuvent par exemple s'appuyer sur un conseiller en gestion de patrimoine qui va analyser les différentes SCPI du marché et sélectionner celles qui ont historiquement fait preuve de solidité et de cohérence dans leur gestion. Il faut bien faire attention à avoir un conseil neutre, sans conflit d'intérêts, sans commission versée au conseiller. Mais même avec une bonne analyse, il faut garder à l'esprit que les SCPI restent des investissements immobiliers soumis à des cycles. La valeur des parts dépend notamment de la valorisation du portefeuille immobilier détenu par la SCPI. Contrairement aux actions cotées en bourse, cette valorisation n'est pas déterminée par un marché en temps réel. Elle repose sur des expertises immobilières et sur les décisions de gestion de la société. Cela arrive régulièrement que les SCPI révisent la valeur de leur part à la baisse, notamment dans un contexte de remontée des taux d'intérêt et d'évolution du marché immobilier. Certains investisseurs ont donc découvert que la valeur de leur part pouvait également baisser, ce qui rappelle que même si l'immobilier peut sembler stable, il reste un investissement qui comporte des risques. La deuxième forme de pierre-papier, ce sont les REITs, Real Estate Investment Trust. Ce sont tout simplement des sociétés immobilières cotées en bourse.
Ces entreprises possèdent elles aussi des actifs immobiliers, centres commerciaux, immeubles, entrepôts, data centers ou résidences. La différence principale avec les SCPI, c'est que leurs actions sont cotées sur les marchés financiers. Cela signifie que vous pouvez acheter ou vendre ces actions comme n'importe quelle action en bourse d'une entreprise. Les REIT offrent donc généralement beaucoup plus de liquidités que les SCPI, mais en contrepartie, leur prix peut être beaucoup plus volatile car il dépend aussi des fluctuations des marchés financiers. L'immobilier papier permet donc d'investir dans l'immobilier sans gérer de biens et sans gérer de locataires. Mais il existe encore une autre façon d'investir dans l'immobilier. Une approche qui consiste non pas à posséder des immeubles sur le long terme, mais plutôt à financer des opérations immobilières spécifiques. Par exemple, la construction d'un programme immobilier ou la rénovation d'un immeuble. Et c'est ce que nous allons voir maintenant avec la troisième stratégie, le crowdfunding immobilier et les club deals. Ici, l'idée n'est plus d'acheter un bien pour le louer pendant 15 ou 20 ans, l'idée c'est plutôt de financer une opération précise avec un début, un développement et une sortie. Par exemple, une opération de marchand de biens, une rénovation d'immeuble ou la construction d'un programme immobilier. Dans ce type d'investissement, vous participez donc au financement d'un projet immobilier plutôt qu'à la détention d'un bien sur le long terme. Et aujourd'hui, il existe deux grandes façons d'investir dans ce type d'opération, le crowdfunding immobilier et les club deals immobiliers. Ces deux approches se ressemblent, mais elles fonctionnent en réalité de manière assez différente. Commençons par le crowdfunding immobilier. Le principe est simple, des plateformes en ligne proposent aux investisseurs de participer au financement de projets immobiliers portés par des promoteurs ou des marchands de biens. Les investisseurs apportent des fonds et en échange, ils perçoivent un rendement annoncé à l'avance. Dans la majorité des cas, l'investissement se fait sous forme de dette, souvent via des obligations. Cela signifie que vous ne devenez pas propriétaire du bien, vous prêtez de l'argent à une société de projet qui vous rembourse à la fin de l'opération avec des intérêts. Le remboursement du capital et des intérêts intervient à la fin du projet ou pour les intérêts, cela peut être au cours du projet. Le crowdfunding immobilier s'est beaucoup développé ces dernières années pour plusieurs raisons. D'abord, il est facile d'accès. Il est possible d'investir avec des montants faibles. Ensuite, les durées d'investissement sont souvent plus courtes que l'immobilier traditionnel. On parle en général de 1 à 3 ans selon les projets. Et surtout, les rendements annoncés sont souvent relativement élevés. Dans beaucoup de cas, les projets affichent des rendements qui se situent autour de 8 à 11% par an. Mais il est important de comprendre que ces rendements sont des objectifs et non des rendements garantis. Le crowdfunding immobilier présente plusieurs avantages. Le premier, c'est la simplicité. Tout se fait en ligne via une plateforme. Deuxième avantage, c'est la diversification. Vous pouvez investir dans plusieurs projets différents. Troisième avantage, la régulation. Les plateformes de crowdfunding doivent généralement disposer d'un agrément ou d'un statut réglementé pour exercer leur activité. Cela apporte un cadre juridique et un certain niveau de contrôle. Mais le crowdfunding immobilier comporte aussi plusieurs inconvénients. Le premier, c'est le risque de perte en capital. Si le projet immobilier ne se déroule pas comme prévu, il est possible que l'investisseur ne récupère pas l'intégralité de son investissement. Deuxième inconvénient, les retards. Dans l'immobilier, les projets prennent souvent plus de temps que prévu. Et dans ce cas, le capital reste bloqué jusqu'à la fin de l'opération. Troisième inconvénient, l'illiquidité. Une fois que vous avez investi dans un projet, il est généralement impossible de récupérer votre argent avant la fin. Ces risques sont banals pour l'immobilier, mais ils sont bien présents. Et le dernier inconvénient, le plus important, c'est l'impossibilité d'emprunter. En tout cas, pas à ma connaissance. La deuxième approche dans l'immobilier de projet, ce sont les club deals immobiliers. Le principe est un peu différent. Un club deal consiste à regrouper un nombre limité d'investisseurs pour financer une opération immobilière particulière. Les investisseurs participent alors à une structure commune qui réalise le placement, l'investissement. Contrairement au crowdfunding, qui passe par des plateformes ouvertes au grand public, les club deals sont souvent des opérations privées. Ils peuvent être organisés par des sociétés d'investissement, des gestionnaires de patrimoine, des family office ou des opérateurs immobiliers. Dans certains cas, les club deals peuvent viser des rendements plus élevés que le crowdfunding. Pourquoi? Parce que les investisseurs peuvent être directement exposés à la création de valeur du projet, par exemple via une participation au capital de l'opération. Mais il faut bien comprendre que ces rendements sont beaucoup moins standardisés et moins prévisibles. Ils dépendent directement de la réussite de l'opération immobilière. Autrement dit, le potentiel de rendement peut être plus élevé, mais le niveau de risque peut être aussi plus important. Les club deals peuvent présenter plusieurs avantages. D'abord, ils permettent d'accéder à des opérations immobilières plus importantes qui seraient difficiles à réaliser seules.
Ensuite, ils peuvent offrir une meilleure compréhension du projet avec parfois un accès plus direct aux équipes qui pilotent l'opération. Et enfin, ils peuvent permettre de participer à des projets immobiliers plus spécialisés ou plus complexes. Mais les club deals comportent aussi plusieurs risques. Le premier, c'est le manque de liquidité. Comme il s'agit d'opérations privées, il est généralement très difficile de sortir avant la fin du projet. Deuxième point, le niveau de contrôle et de transparence dépend beaucoup de la structure mise en place. Et surtout, contrairement au crowdfunding, les club deals ne passent pas forcément par des plateformes fortement régulées. Cela signifie que la qualité de l'opérateur et du montage juridique est absolument essentielle. Et le dernier point, comme pour le crowdfunding, c'est l'impossibilité d'utiliser le levier bancaire. Que ce soit en crowdfunding immobilier ou en club deal, il est essentiel de vérifier plusieurs éléments avant d'investir. Premier point, l'expérience de l'opérateur. C'est important d'analyser son historique, les projets qu'il a réalisés, le respect des délais et les performances passées. Le deuxième point, c'est l'implication financière du porteur de projet. Un bon indicateur est de vérifier si l'opérateur investit lui-même une partie de ses fonds dans l'opération. Cela permet d'aligner les intérêts entre les investisseurs et le porteur du projet. Le troisième point, la structure du financement. Il est important de comprendre comment le projet est financé, combien de fonds propres, combien de dettes bancaires et quelle est la position des investisseurs dans la structure. Quatrième point, la solidité juridique de l'opération. Dans le cas du crowdfunding, vérifiez que la plateforme dispose bien des autorisations nécessaires pour opérer et dans le cas d'un club deal, bien comprendre la structure juridique et les droits des investisseurs. Enfin, comme toujours en investissement, il est important de diversifier. Investir sur un seul projet peut exposer à un risque important si ce projet rencontre des difficultés. L'immobilier de projet peut donc offrir des opportunités intéressantes de diversification avec des rendements attractifs, mais il s'agit aussi d'investissements plus techniques qui demandent une bonne compréhension des risques. Et maintenant, il nous reste à voir la quatrième grande façon d'investir dans l'immobilier, une approche beaucoup plus récente qui promet de rendre l'immobilier encore plus accessible, l'immobilier tokenisé. L'idée derrière l'immobilier tokenisé, c'est de prendre un actif immobilier, par exemple un immeuble, et on va fractionner sa propriété en unités numériques appelées des tokens qui sont enregistrés sur une blockchain. Chaque token représente donc une fraction de l'actif immobilier. Les investisseurs peuvent acheter ces tokens et percevoir une partie des revenus générés par le bien, généralement des loyers, sous forme de crypto-monnaie. Pour simplifier, la tokenisation consiste à transformer un actif réel en actif numérique fractionné. Au lieu d'acheter un appartement entier, vous pouvez acheter une petite fraction d'un bien immobilier. Dans certains cas, les investisseurs peuvent également revendre leurs tokens sur des marchés secondaires spécialisés. Les promoteurs de ce modèle mettent généralement en avant plusieurs avantages. Le premier, c'est l'accessibilité. La tokenisation permet d'investir dans l'immobilier avec des tickets d'entrée très faibles, parfois quelques dizaines ou quelques centaines d'euros. Deuxième promesse, la liquidité. L'idée est que les tokens pourraient être échangés plus facilement que des biens immobiliers traditionnels. Troisième promesse, la transparence. La blockchain permet théoriquement d'enregistrer toutes les transactions de manière traçable, et cela pourrait améliorer la transparence de certaines opérations. Mais il est important de comprendre que l'immobilier tokenisé reste aujourd'hui un marché très jeune, la réglementation évolue encore dans de nombreux pays et les cadres juridiques ne sont pas toujours totalement stabilisés. Cela signifie que le niveau de maturité de ce type d'investissement est encore relativement faible comparé aux autres formes d'investissement immobilier. Et il existe plusieurs risques importants à comprendre avec l'immobilier tokenisé. Le premier, c'est le cadre juridique. Selon les pays et les structures utilisées, la nature juridique des tokens peut être différente. Il est donc essentiel de bien comprendre ce que l'on possède réellement. Est-ce une part de société ou autre chose? Le deuxième risque, la liquidité réelle. Même si la tokenisation promet une liquidité plus importante, dans la pratique, les marchés secondaires restent souvent très limités. Il peut donc être difficile de revendre ces tokens rapidement. Troisième risque, le risque technologique et opérationnel. Comme tout projet basé sur la blockchain, il existe des risques liés à la technologie, aux plateformes utilisées ou à la structure juridique mise en place. L'immobilier tokenisé reste donc une innovation intéressante. Il pourrait à long terme transformer certaines façons d'investir dans l'immobilier, mais aujourd'hui, il s'agit encore d'un marché émergent qui nécessite une grande prudence et une bonne compréhension des risques. Pour beaucoup, ce type d'investissement reste encore expérimental. On vient de voir qu'il existe aujourd'hui plusieurs façons d'investir dans l'immobilier. L'immobilier physique, la pierre papier, l'immobilier de projet et enfin l'immobilier tokenisé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'existe pas une seule bonne stratégie immobilière.
Chaque approche correspond simplement à un profil d'investisseur différent. Si tu recherches l'effet de levier bancaire, la création de patrimoine sur le long terme et un contrôle direct sur ton investissement, alors l'immobilier physique reste souvent la stratégie la plus pertinente. C'est aussi la stratégie qui permet historiquement d'accélérer le plus la création de richesses grâce au levier du crédit. Si tu veux investir dans l'immobilier sans gérer de biens, sans travaux et sans locataires, alors les SCPI sont une solution très intéressante. Si tu cherches plutôt des investissements de durée plus courte, avec des rendements potentiellement plus élevés, mais souvent plus de risques, alors creuse du côté de l'immobilier de projet. Et enfin, l'immobilier tokenisé représente une innovation intéressante qui pourrait transformer certaines façons d'investir dans l'immobilier, mais aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, cela reste encore un marché relativement jeune qui nécessite beaucoup de prudence. La réalité, c'est que beaucoup d'investisseurs construisent leur patrimoine immobilier en combinant plusieurs de ces approches. Par exemple, de l'immobilier physique pour créer un socle patrimonial, un peu d'immobilier papier pour diversifier, et éventuellement quelques opérations d'immobilier de projet pour dynamiser le rendement. Pour moi, l'immobilier reste un investissement de long terme qui demande de la réflexion, de la diversification et une bonne compréhension des risques. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les différentes stratégies immobilières, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. À très bientôt.